Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Carte à Papa. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Pour ceux qui sont déjà là et qui suivent notre contenu, merci beaucoup pour les retours que vous avez faits. Merci beaucoup. Très intéressant. Donc on va vous parler aujourd'hui de Commander Fallout. Avant ça, je voulais vous dire que vous pouvez passer à la boutique si vous êtes sur Montpellier. On est ouvert du lundi au samedi. N'hésitez pas aussi, vous pouvez commander nos produits sur la boutique Magicville en ligne. Et on a pas mal de cartes à l'unité, un gros stock même, sur Magic Card Market. On vous mettra les liens en description. Tout est dans la description. Voilà, pour faciliter vos recherches. Donc Fallout, qu'est-ce que c'est? C'est 4 decks préconstruits avec aussi la possibilité d'acheter des boîtes de boosters collector ou des boosters collector à l'unité qui vont vous donner une exclusivité sur les frames, donc sur les visuels des cartes. Donc 3 visuels, le standard qu'on connaît bien maintenant pour les univers Beyond avec le petit triangle en bas, et les deux qui sont donc spécifiques à l'univers Fallout. Voilà, ils sont propres à l'univers. On aura une frame spécifique Pip-Boy, donc qui sera comme dans le jeu, où on voit vraiment comme si c'était à travers le Pip-Boy, ce qui est plutôt original. C'est une frame qu'on n'avait jamais vue avant. Et je me permets de demander, du coup, ça c'est quoi? C'était les publicités dans le jeu, du coup? Ah non, le Pip-Boy, c'est une... D'ailleurs, il y a une carte Pip-Boy dont on va parler plus tard dans la vidéo. D'accord. C'est une sorte de bracelet qui sert dans le jeu à gérer son inventaire, mais ce qui est aussi justifié dans l'histoire pour l'équipement. Et là, c'est comme si on voyait à travers ce fameux... D'accord, donc c'est un petit écran vidéo qui nous permet de voir. Okay. Et l'autre frame, celle du Vodel Boy, qui est très connue, elle, effectivement, c'était plus des façons publicitaires dans le jeu. Alors, c'est très sarcastique, c'est toujours... c'est vraiment l'univers Fallout. On est dans du sarcasme qui ridiculise un peu la guerre et les choses vraiment terribles. Et c'est... Voilà, donc la frame reprend le Vodel Boy, qui se met en scène dans des situations... bon bah du coup qu'on a commencé un peu à parler de l'univers, moi je connais pas du tout le jeu, donc toi tu vas nous en parler un petit peu pour nous présenter où est-ce qu'on se situe, dans quoi on est, parce que moi perso Fallout j'ai jamais joué quoi. Alors Fallout c'est vaste, c'est très très vaste. Fallout c'est un jeu post-apocalyptique, donc c'est une dystopie qui se passe en 2077. Alors pour la majorité des jeux, après vu qu'on est sur 5 ou 6 jeux dans l'opus. D'accord. Donc ils sont tous représentés dans ces 4 decks à peu près? Oui, il y a alors c'est justement beaucoup de détails, beaucoup de références. Même du 1 au dernier, tout est vraiment couvert. Les fans de Fallout sont ce que j'allais ravis. Très bien. Et voilà, donc ça se passe dans un univers en 2077, après une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine, et on incarne souvent des personnages qui veulent survivre un petit peu à ça. Il y a beaucoup de mutations, de dangers, de radiation. C'est vraiment un univers très vaste, vraiment sur ce truc post-apocalyptique nucléaire. Donc on n'est pas resté juste entre humains, il y a eu une évolution un petit peu, voilà, il y a eu beaucoup des créatures vivantes quoi, et de la faune du coup aussi, oui aussi, de la fleur pardon. Oui, tout. Ok, très bien. Bon, alors on a 4 jeux, je crois qu'ils sont tous tricolores si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc on va commencer avec le jeu aux couleurs mardues, donc rouge, blanc et noir, avec le commandant qui s'appelle César, empereur de la Légion. C'est ça. César, qui est un personnage qu'on attendait vraiment dans le... C'est un personnage très emblématique. D'accord. Et lui, il est dans quel jeu, par exemple? Alors, lui, il est dans New Vegas, qui est un... Alors, je veux pas dire de bêtises, c'est un Fallout 2,5, 3,5. D'accord. Et au niveau de l'histoire, c'est un antagoniste. Alors après, dans Fallout, on a toujours... Le côté antagoniste est un peu souple. En fait, on peut vraiment décider de quel côté on se positionne. César, dans le jeu, genre, tu veux dire? Oui, on fait un peu comme maintenant, il propose de plus en plus être méchant gentil, quoi. C'est ça, et Fallout a toujours été très connu pour ça. On choisit un peu son camp, et César fait partie d'un de ses camps, c'est un des antagonistes, qui lui fait l'idéal, donc il a remonté une société à son image, et César, il se fait appeler comme ça aussi parce que il veut vraiment, c'est très inspiré de la Rome antique, vraiment de l'univers, de cet univers. Donc César, qu'est-ce qu'il fait? C'est une créature 4/4 pour 4, dont un coloré de chacun de ces couleurs du jeu, quoi. Et lui, il dit qu'en gros, à chaque fois que vous attaquez, donc pas forcément avec César, vous allez pouvoir sacrifier une autre créature, et quand vous faites ainsi, vous choisissez 2 parmi 3 capacités qu'il a. Donc soit vous mettez 2/1 attaquante, soit vous piochez une carte, vous perdez 1, soit vous infligez autant de dégâts à un adversaire ciblé, il me semble, que vous contrôlez de jetons de créatures. Donc plutôt costaud, ça fait pas mal de choses. Surtout que lui, il n'est pas obligé d'attaquer, donc il va facilement rester sur le board. Oui, clairement.
Voilà, bonne carte. Ensuite, Monsieur House, donc tu me diras un peu qui c'est après. Je vais quand même présenter la carte. Donc Président Co. Donc lui, c'est une 0,4 pour 3 seulement. Alors, il va dire que vous allez faire des choses quand vous lancez un dé. Donc si vous obtenez 4 ou plus, vous créez une 3-3. Et si vous obtenez 6 ou plus, vous créez 7-3-3 plus un trésor. Alors, il a lui-même une capacité pour lancer des dés, mais c'est le seul dans le jeu. Voilà, oui. Donc c'est un commandant un peu particulier qui aura pas tant de trigger, on va dire, de déclenchement possible sur sa capacité passive. C'est vrai. Et par contre, il pourra être utilisé pour tous les jeux que vous voulez construire pour utiliser toutes ses capacités de lancer de dés. C'est ça. On est toujours dans ce domaine artefact token, mais c'est vrai que lui est un peu à part. Il est sur les lancers de dés. Après, pourquoi pas l'incorporer, oui, effectivement, comme tu disais, dans voilà. Notre deck. Donc sa capacité qui permet de lancer un dé, elle coûte 4 incolores et il faut l'engager. Il va donc vous demander de lancer un D6 plus 1 pour chaque trésor utilisé pour payer cette capacité. Donc là, si vous avez 4 trésors, vous lancez 4 D6, voilà. Vous déclenchez 4 fois sa capacité passive, plutôt sympathique. Et donc du coup, qui c'est Monsieur House, Président Co? Alors Monsieur House, c'est encore une fois un antagoniste ou... donc c'est des personnages gentils ou méchants. Voilà, on peut se ranger de son côté, on peut être contre lui. C'est un des personnages très importants de New Vegas, encore une fois. On est toujours dans l'univers de New Vegas. Très bien. Et lui, voilà, c'est un petit peu le dirigeant de New Vegas, celui qui a survécu à la guerre. D'où président, quoi. Voilà. Et ce qui est rigolo, par exemple, c'est que c'est une 0,4 parce qu'effectivement, même si dans le jeu, il nous est présenté, donc sous l'image qu'on voit sur la carte, sur l'écran, quelqu'un de vraiment très fort, encore jeune et tout. Mais non, en fait, c'est juste une image. Son corps a survécu à la guerre. C'est un vieux crouton voilà, dans un labo. On le voit d'ailleurs dans le fond de la carte. Ah oui, d'accord. Le pauvre, voilà, il est dans une capsule et il est vraiment en dépérissement. Et voilà, donc il n'est pas tout à fait éternel. Et d'ailleurs, on le voit dans le jeu. Voilà. Ok. Ouais, pas en bon état, mais il veut présenter la figure de la bonne personne. C'est un personnage très intéressant parce qu'il est sur cette image d'avant-guerre, il veut pousser, il veut reconstruire un nouveau, mais à son image. Donc il y a un petit peu, voilà. D'accord. Donc après, on va vous parler de 3 cartes qu'on pense très sympathiques dans le jeu. Il y en a beaucoup évidemment, mais on va vous parler de 3 cartes qui sont des nouvelles cartes donc, dans le jeu. Il y a Benny Oui Oui, le sécuriton personnel. Donc ça, c'est une petite créature artefact légendaire 2-2 pour 3. Et quand vous engagez, vous la donnez à un adversaire, vous piochez 2 cartes et vous mettez un marqueur quête sur elle. Et quand il va quitter le champ de bataille, il va vous donner autant de 1-1 que de marqueurs quête sur lui. Voilà. Donc... Oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur Benny Oui Oui? Alors Benny Oui Oui, lié à Mr House, qui est vraiment... Benny Oui Oui, c'est une autre façon de finir le jeu. Donc en fait, Benny Oui Oui est une intelligence artificielle créée par House, mais qui va pouvoir se retourner contre lui en fait. Voilà, oui, parce qu'elle a évolué l'intelligence artificielle. C'est ça, en fait, donc on peut se servir de Benny Oui Oui dans le jeu justement pour prendre le contrôle de House. House gère tout New Vegas avec des automatismes. C'est pour ça qu'on le donne à nos adversaires du coup. C'est ça, il y a un petit peu un rôle, il y a toujours un clin d'œil dans la mécanique du jeu qui est intéressante avec le lore. C'est toujours très intéressant. Benny Oui Oui, un personnage qui était très attendu aussi. C'est un personnage qui est très aimé parce que bah, voilà, c'est une des fins du jeu. On peut l'utiliser pour aller dans une fin du jeu. Sympa. Bon bah après la deuxième carte dont je voulais vous parler c'est Kerlog, esprit dangereux. Kellogg, oui, un peu comme Kellogg's quoi. C'est ça. Ok d'accord. Donc lui c'est plutôt costaud, c'est une 3-2 Célérité Initiative pour 3 seulement, donc commandant plutôt agressif. En multijoueur on va pas forcément parler de ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, ça peut éventuellement être intéressant comme commandeur duel. C'est ça, le duel commandeur est très friand de ce genre de carte, c'est probable qu'il soit joué, bon on sait jamais mais en tout cas... Très intéressant comme carte. Voilà. En revanche, nous, ce qui nous intéressait dans le multi et dans le préconstruit, c'est qu'à chaque fois qu'il attaque, lui, il va nous créer un trésor. Et surtout, la dernière capacité qui m'a fait penser à Magda, c'est qu'on sacrifie 5 trésors pour piquer une créature sur le champ de bataille tant qu'on contrôle Kellogg. C'est vrai, oui. C'est plutôt costaud. Du coup, c'est lié à son lore. Lui, il va chercher des gens, il est recruteur un peu. Non, alors c'est plus sombre que ça. Ah, d'accord. Dans le 4, il nous vole l'enfant du personnage principal. Ah oui, c'est pas du recrutement volontaire, quoi. C'est pas du recrutement volontaire. Donc oui, dans le 4, alors le personnage, on commence en étant un père de famille qui va être cryogénisé un peu contre son gré, et juste avant d'être cryogénisé, quand la capsule se ferme, on voit notre enfant se faire kidnapper par ce monsieur. Super. Donc non, c'est pas très... Ouais, voilà. Mais ok, donc il les pique sans ton consentement, ce qui représente bien la capacité, quoi. C'est ça. Donc c'est un antagoniste principal de Fallout 4. Donc on n'est plus dans le même jeu, on n'est plus dans New Vegas, d'accord. Fallout 4. Et voilà, donc oui, un personnage très important encore une fois. Et d'ailleurs, quand tu peux voir sur l'image, il a l'enfant dans les bras. Voilà. Super, on est content. Voilà.
Donc superviseur de l'abri 76, dernière carte dont je vous parle qui est la nouvelle, c'est une 3-3 pour 3 en blanc. Chaque fois qu'une créature de 3 ou moins arrive sur votre champ de bataille, vous mettez un marqueur quête. Et au début du combat, pendant votre tour uniquement, vous pouvez retirer 3 marqueurs pour mettre un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures que vous contrôlez. Et elles activent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est plutôt assez strong. Oui. Le jeu, je sais pas s'il veut faire autant de créatures que ça, mais ça en a l'air en tout cas pour les commandants qu'il propose. Donc oui, c'est un jeu qui est quand même basé sur les jetons. Donc mettre des marqueurs sur tous vos jetons et leur donner la possibilité de vous défendre plus tard, ça m'avait l'air assez important pour le noter, quoi. Et on a beaucoup on peut dire quand même que dans ces decks, pour le moment en tout cas, on a beaucoup de généraux alternatifs possibles. C'est des créatures légendaires qui effectivement peuvent être générales, qui sont bien dans ce deck-là, mais qui aussi peuvent être construits indépendamment. Et je trouve ça intéressant parce que ça ouvre la possibilité de construire des jeux indépendamment sur chaque carte. Beaucoup d'options sur ces decks, très intéressant. Voilà, alors lui, j'imagine qu'il n'a pas de nom parce qu'il n'est pas plus important que ça, c'est un superviseur. Alors là, oui, le superviseur de l'abri 76, c'est donc dans Fallout 76, c'est celui avant qu'on sorte du bunker. On sort souvent de bunker dans Fallout. Voilà, c'est lui qui supervisait l'abri 76. Voilà, bon, pas plus. Donc après les 3 nouvelles cartes, on va vous parler de quelques cartes qui ont été rééditées qui nous paraissaient importantes dans ce jeu. Alors personnellement, j'en ai été 3 qui étaient vraiment bien. C'est l'ancienne du maréchal. Donc ça, c'est une carte qui est pas si vieille, qui va vous donner la capacité de booster toutes vos créatures, mais quand vous la jouez, elle a un multi-kick. Donc le multi-kick, c'est quoi? C'est une capacité qui, quand vous lancez la carte, vous permet de payer plusieurs fois un coût supplémentaire. Oui. Et pour chaque fois que vous allez payer ce multi-kick, vous allez réanimer une créature de votre cimetière. Donc c'est double emploi. Soit vous boostez votre board pour 4, soit vous ajoutez les kicks si vous êtes en fin de partie pour réanimer du cimetière. C'est vraiment pas mal. Oui, effectivement. Puis dans le deck, ça va très bien. Ça va très bien avec la dynamique du deck qui est un petit peu... ouais, ça booste les créatures. Quand tu as un gros board, tu es content. Voilà. Oui. Après, même si pareil, c'est encore une carte, le saccageur impitoyable, qui a été réédité il n'y a pas si longtemps. C'est quand même une carte clé, je trouve qu'elle est très puissante. À chaque fois que vous avez une créature qui meurt, que ce soit un jeton ou non, vous allez créer un trésor. Oui. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, c'est de la ressource. Effectivement, surtout qu'il y a pas mal de tokens trésors qui sont nécessités dans par exemple pour House ou même en général dans le deck. Donc c'est vrai que c'est une carte c'est très bien de l'avoir en réédition avec un design. C'est ce que j'allais dire. On est toujours content en plus d'avoir un nouveau design et un nouveau visuel, parce que moi je les trouve très sympathiques. J'ai jamais joué à Fallout, mais les visuels sont sympathiques. Oui, vraiment. Et pour parler de dernière édition, c'est une guerre qui n'a pas été rééditée depuis longtemps, mais dont on avait un peu entendu parler grâce à un autre commandant dont on parlera tout à l'heure. C'est la charge fervente. Donc c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois que vous allez attaquer, vos créatures gagnent +2/+2. Donc pareil, là encore une fois, vos petits jetons à 1, ils vont grossir rapidement. Elle n'avait pas été héritée depuis Apocalypse. Oui, Apocalypse, il me semble. Oui, ça date. Mais du coup, c'était une carte qui avait été pas mal jouée dernièrement à cause de Ishin. Donc j'enchaîne. Ishin, c'est aussi un commandant qui a été fait en Kamigawa Néon Dynasty. Donc on peut très bien et facilement rajouter dans ce jeu. Oui, effectivement. Donc c'est une amélioration potentielle. Nous, on avait pensé aussi à Mondrak, la domination de la gloire, qui vous permet de doubler les jetons. Tout ce qui va doubler les jetons. Voilà, un grand classique. On est vraiment sur un jeu phase d'attaque jetons. Voilà, c'est ça. Globalement, il y a beaucoup d'aspects au deck, mais c'est vraiment phase d'attaque et jetons. Il y a toujours plus ou moins 2 lignes de conduite un peu générales dans les decks préconstruits de Fallout. Ici, ça va être la phase d'attaque qui est important et la création de jetons. Donc, par exemple, pour la création de jetons, on peut aussi rajouter Procession Consécratrice, qui fait la même chose que Mondrak, mais qui n'est pas une créature. Donc on a parlé d'Ishin qui va doubler un peu les capacités déclenchées de vos attaques. Et je crois que tu avais pensé aussi à Adeline qui est très très forte. Parce que, voilà, des bêtes aggro qui vont aller chercher des points de vie sur la phase d'attaque. Elle fait tout ce qu'on a dit, elle. Voilà, oui, elle est vraiment, dans le deck, ça paraît très bien. Voilà. Et moi j'avais rajouté un petit Bénibras qui va vous faire piocher à chaque fois que vous créez un jeton qui a la convocation qui va être facile à lancer. Oui, très très facile à lancer. On aime beaucoup Bénibras. Ouais, on est très content qu'il ait été réédité il n'y a pas longtemps aussi. Voilà, c'était une réédition qui était nécessaire. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour le jeu qui s'appelait Ave César. Donc on passe au second deck, le deck aux couleurs Sultai, menace mutante. Donc noir, vert, bleu. Lui, il va avoir une mécanique un peu particulière qui est une nouvelle mécanique de Fallout, ça s'appelle les marqueurs radiation. Donc on va commencer par parler de ça avant de parler des commandants. Donc, les marqueurs radiation, c'est des marqueurs qui sont sur les joueurs et non pas sur un permanent. Et qu'au début de votre première phase principale, vous allez meuler autant de cartes que de marqueurs radiation. Et pour toutes les cartes meulées non terrain, vous perdez 1 et vous retirez un marqueur radiation. Pour tous les cartes terrain meulées, vous ne faites rien. Oui, voilà. Donc on peut les conserver. Voilà, on peut conserver les marqueurs radiation tant qu'on meule que des terrains. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc le commandant principal de ce deck, c'est donc
Mothman en anglais, du coup, connu sous ce nom-là dans le jeu. C'est ça. Alors le Mothman, c'est mon petit préféré. Il en fallait un. Il en fallait un. Le Mothman, ce qui est bien, c'est que ce qui est rigolo dans Fallout déjà, c'est une référence à quelque chose dans la vraie vie. Donc c'est un cryptide. Donc un cryptide, c'est un animal ou une créature un peu mythologique, mais de notre époque. Donc en gros, tu es en train de te dire que Magic a fait une référence d'un jeu qui a fait une référence de la vraie vie. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc le Mothman, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un papillon géant qui apparaîtrait avant des catastrophes, avant des guerres, avant des bombardements. Il y a eu des légendes comme quoi il avait été vu avant des gros événements. D'accord. Et on le voit, c'est la merde après, quoi. Donc tu fuis. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc Fallout avait pris cette référence, donc avait mis les Mothman dans le jeu. Alors il n'y a pas vraiment un Mothman. Ouais, c'est comme le chat noir, quoi. On voit un chat noir sur un pont. C'est des ennemis qu'on peut voir dans le jeu, mais c'est vrai que la référence est drôle parce que c'est toujours. Donc là, on est dans un deck radiation, et bien sûr le Mothman qui est un mythe américain d'ailleurs à la base. Ok. Ben voilà, donc ce qui a évolué avec la radiation et qui est devenu un monstre. Cette chose. Donc cette chose, du coup, 4 d'invoque, 3-3 vol, insecte et mutant. Donc lui, à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, il va mettre des marqueurs radiation sur tout le monde. Hein. Un seul, mais bon, ça suffit. Et à chaque fois qu'au moins une carte non terrain est meulée, on met un marqueur +1/+1 sur X créatures qu'on contrôle, X étant le nombre de cartes non terrain meulées. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours les cartes non terrain meulées qui déclenchent comme les marqueurs radiation déclenchent. Voilà, il booste un peu le côté radiation. Quand il est sur le champ de bataille, le marqueur radiation est meilleur parce que il a ce plus. Il va donner de la force à votre champ de bataille. Quoi. Voilà. Donc ça c'est le commandant principal. En commandant alternatif, ils nous ont aussi mis un commandant qui coûte 4 d'invoque, pareil. Bon, sauf cette fois-ci c'est qu'une 2-4. Lui c'est que quand il arrive sur le champ de bataille qu'il va donner 2 marqueurs à un joueur ciblé, pas un marqueur à tout le monde. Et après vous pouvez plus tard, quand il aura perdu le mal d'invocation, l'engager pour mettre une carte de créature sur le champ de bataille sous votre contrôle qui a été meulée ce tour-ci. Donc là, soit vous mettez les marqueurs radiation sur vous et vous récupérez des cartes que vous meulez, soit vous les mettez sur vos adversaires et vous récupérez des cartes que vos adversaires ont meulées. Voilà. Donc assez polyvalent, j'aime beaucoup moi, je trouve ça très sympathique. Ouais. Donc t'as pas dit son nom, c'est le maître. Pardon, oui. Le maître mutant transcendant. Alors on connaît le maître, c'est une référence qui est une des plus vieilles, donc, qui date de 97, c'est l'antagoniste principal de Fallout 1. Donc le tout premier jeu. Donc là on est dans l'ancien. Voilà. Donc en fait lui voilà, il est convaincu que la mutation. Donc on peut le voir sur la carte d'ailleurs, il est mutant, on le voit très bien, il est très mutant. Il est que ça d'ailleurs. D'ailleurs ce qui est rigolo, c'est qu'il est même créature artefact parce qu'il est mutant mais il a fusionné avec un ordi. Voilà, il a fusionné avec un ordinateur. Il a pris le robot oui là, je sais plus quoi de tout à l'heure. Il a muté par dessus. Voilà. En gros voilà, donc et lui il est pour il veut faire une armée muter tout le monde. Faire une armée de mutants. Pour lui c'est comme les Phyrexians dans Magic, c'est pour lui la mutation c'est l'avenir. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'ailleurs c'est rigolo parce que les Phyrexians, il y a beaucoup de prolifération dans ce deck, il y a beaucoup de rapports. Il y a un rapport, après oui, c'est des créatures lui, plutôt que d'aller à l'encontre des radiations, lui vraiment il veut aller dans le sens des radiations et aller jusqu'à même muter l'entièreté des survivants, parce que les autres survivants sont pas d'accord, il y a une guerre. Évidemment. Voilà. Principe de base. Donc du coup après on va passer aux quelques cartes intéressantes qui sont nouvelles dans ce jeu. Je vais commencer avec une créature qui m'a pas mal impressionné, ne serait-ce que pour ses stats. C'est quand même 7 d'invoque, une 8-6 piétinement. Donc, bon, jusque là rien d'intéressant, mais par contre sa petite capacité très sexy, c'est qu'elle est indestructible à partir du moment où elle a attaqué. Oui. Donc ça à bloquer c'est dur. Ça passe facilement. C'est encore une créature légendaire qui peut être un commandant, donc c'est plutôt costaud. Et du coup, lui, quand il arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous allez proliférer 2 fois. Donc le jeu tourne autour des marqueurs et de la meule, hein, donc vous allez voir prolifération. Prolifération, qu'est-ce que c'est? C'est vous choisissez n'importe quel nombre de joueurs ou de permanents avec un marqueur sur eux et vous allez pouvoir en rajouter un de chaque type de ce marqueur. Voilà, donc c'est plutôt costaud de proliférer 2 fois, c'est une belle bête. Oui. C'était aussi une bête un peu attendue parce que il y a un petit peu moins de Fallout 1 et 2 parce que forcément c'est des univers plus anciens que moins de gens connaissent et aussi parce que à l'époque la franchise c'était pas tout à fait la même. Il y a eu beaucoup. Fallout c'est vraiment très vaste. Et Frank Oregon c'est un antagoniste du 2 très important dans l'histoire du 2. Voilà, donc là on le retrouve là, c'est une créature très forte.
Ok. Il est bien représenté. Ouais, c'est une belle bête, belle grosse. Ok. Après, l'abri 12, Nécropolis, donc ça c'est une saga. Donc les sagas, c'est des enchantements qui se déclenchent donc quand elle arrive en jeu, un premier marqueur, et ensuite au début de votre première phase principale. Et celle-ci a donc que 3 chapitres. Premier chapitre, ça va dire qu'on gagne tous un marqueur radiation, hein, jusque-là rien de nouveau. Le deuxième, par contre, on va créer autant de 2-2 zombies et mutants que de marqueurs radiation sur tout le monde. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est beaucoup. Ouais, ça peut vite être énormément en fait. Hein, parce Oui. que le chapitre 2 intervient, donc il est gratuit entre guillemets. Vous n'avez pas joué cette carte quand le chapitre 2 intervient, donc vous allez pouvoir vraiment facilement mettre beaucoup de marqueurs sur tout le monde avant que ça arrive. Et pour le troisième chapitre, vous mettez 2 marqueurs sur chaque zombie ou mutant que vous contrôlez. Donc, si vous avez gardé votre board, troisième chapitre, c'est costaud. Effectivement, ouais. Bon, un abri 12, c'est un abri 12, j'imagine qu'il y en a plein. Voilà, les abris dans Fallout, donc comme on s'en doute, c'est des bunkers. C'est des bunkers dans lesquels les gens sont protégés. L'abri 12 a une histoire un peu glauque. Ok. Bon, on est dans Fallout. Ouais, c'est glauque en fait, l'univers est glauque, il y a des gens qui kidnappent des enfants avant de vous cryogéniser, il y a des mutants. L'abri 12 il y a eu une mutinerie à l'intérieur, donc les gens se sont tués entre eux. Super. Il y a eu beaucoup de... L'abri 12 est problématique. On le voit dans New Vegas. En fait, c'est un abri qui revient souvent parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour de lui. Mais on en entend parler dans New Vegas, mais on ne peut pas le visiter. Donc c'est vraiment un truc, voilà, ouais, c'est historique, c'est genre un musée quoi. C'est emblématique, Ok, donc ils nous ont fait la goule sauvage aussi, donc une créature pour représenter les zombies de l'univers. C'est ça, voilà, c'est des mutants zombies, voilà. Donc 2-2 menaces pour 3, très simple de conception. Hein. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, tu mets un marqueur sur la goule et quand elle meurt, elle met autant de marqueurs radiation sur tous les adversaires que sa force. Simple, efficace, basique, oui, voilà, ça va très vite. Il n'y a pas forcément de moteur à sacrifice dans ce jeu, mais perdre des créatures en multi, c'est pas compliqué. Vous attaquez, vous mettez de la pression, vous allez finir par vous faire bloquer. Oui. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Et après, un petit éphémère que j'ai trouvé plutôt costaud. Alors, c'est pas non plus l'intervention héroïque, mais quand même, pour 3 d'invoque, l'avantage Mutarionel. Mutarionel, oui. Facile à dire ça. C'est un éphémère qui va nous permettre de donner l'indestructible et la défense à toutes les créatures, les permanents même, qu'on contrôle avec des marqueurs. Oui. Donc, ensuite, on prévient toutes les blessures qui leur sont infligées, et ensuite on prolifère. Ah donc oui. pour 3, ça fait des choses. Ah oui, effectivement, pour 3, ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc ça va bien protéger votre board, que ce soit donc les sagas qui ont des marqueurs, les créatures que vous allez facilement mettre des marqueurs dessus, et autres types de... Ouais, voilà, vraiment très intéressant. Oui. Puis surtout dans le deck, c'est vraiment... Puis on prévient les blessures que sur les permanents qui ont des marqueurs chez nous. Donc si on est sur une phase d'attaque ou de bloc, on revient... Même s'il y a des marqueurs en face, c'est que chez nous. C'est que chez nous, ouais. Très, très fort. Et après on prolifère. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Je trouvais que c'était une bonne carte. C'est pas anodin. Il y a beaucoup de jeux avec des marqueurs aujourd'hui. Le vert et le bleu, c'est facile de mettre des marqueurs. C'est vrai, voilà. C'est vrai. L'illustration est très rigolote. Ça montre un petit peu cette guerre qu'il y a. Donc on voit un humain essayer de taper un mutant. Et on voit la différence entre les deux, c'est un petit peu... Ça représente l'univers de Fallout, encore une fois. Okay. C'est un peu humoristique. Nous, on a un tout petit humain, on essaye de buter des mutants de temps en temps. Il a essayé de l'assommer, mais non. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc ça, c'était pour les nouvelles cartes dans le jeu qui nous paraissaient sympathiques. Après, il y a pas mal de rééditions qui sont bonnes. On vous en parlez que de 3 parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai noté le Projet Gardien, qui est un enchantement qui fait piocher à chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous votre contrôle, si elle n'a pas le même nom qu'une autre dans votre cimetière. En commandeur, il n'y a pas d'exception. Toutes vos créatures vous font piocher. Voilà. C'est non jeton, je précise quand même. Oui. Bon, il n'y a pas trop de jetons dans celui-là. C'est une carte effectivement qu'on voit beaucoup en EDH. C'est très apprécié. La marée inexorable qui vous fait proliférer à chaque fois que vous lancez un sort. Donc là, rien de plus simple. Et la boucle de contagion qui est un petit artefact qui, quand il arrive en jeu, va mettre un marqueur -1/-1 sur toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle, ou l'adversaire, je ne me rappelle plus. Mais du coup, la petite capacité pour 4, vous l'engagez, vous proliférez, donc va pouvoir permettre de raser des boards petit à petit. Donc pas mal. Et on a aussi des illustrations, encore une fois, qui sont très parlantes. Ouais, incroyable, boucle de contagion. Sur la marée inexorable, on a la mer nucléaire. Il y a beaucoup les illustrations sont vraiment très riches. Chaque carte quasiment a une histoire à elle-même. C'est vraiment très très intéressant. Très fourni quoi, pour le lore. Et pour finir, quelques ajouts potentiels dans ce jeu qui seraient très impactants. On a pensé donc à Sir Conrad, qui paraît très fort. Ouais, là, elle va déclencher des dégâts en plus chez vos adversaires à chaque fois qu'une carte va dans votre cimetière de créatures, qui vous permet aussi de vous mêler. Donc je pense que c'est rentre complètement dans le plan de jeu. Et on a quand même pensé à l'Ozolite qui récupère les marqueurs de vos créatures qui meurent. Et il y a quand même pas mal de choses qui mettent des marqueurs dans ce jeu. Et tu avais pensé à... Oui, Freeing Sanity en français... Je ne l'ai plus. Je ne sais plus. On vous la met en français. Elle est affichée en France. Voilà, pour valoriser le côté meule
Donc vraiment, oui, encore une fois, les deux mécaniques de ce deck, on peut dire que c'est la prolifération, les marqueurs et la meule qui font un ensemble assez intéressant quand même. Marqueurs et meule, on n'avait jamais trop vu dans d'autres decks des similarités entre les deux. Surtout que là, c'est intéressant parce qu'ils nous ont rajouté un nouveau type de marqueurs qui sont les radiations, qui vont non seulement mettre des dégâts aux adversaires et faire meuler. Donc y a moyen que ça fasse des plans de jeu qui soient assez agressifs et rapides. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis il y a beaucoup de marqueurs connus déjà, comme le marqueur poison. Comme on est dans des couleurs où la prolifération, la meule, on est très à l'aise là-dessus. Il y a de la possibilité d'améliorer ça de plein de points de vue. Il y a plein de directions possibles et très intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc on passe au troisième deck sur 4, le Science. Donc lui c'est bleu, rouge, blanc. Donc le nom de cette tricolorité c'est... Je l'ai plus, c'est pas grave. G-Sky. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Donc là, une nouvelle synergie avec des jetons artefacts. On va commencer par parler de ça comme ça plus tard dans la description des cartes. Quand on vous en parlera, vous l'aurez. Donc c'est les jetons bric-à-brac. Ce sont des jetons artefacts que les cartes vont créer. Donc ils ont comme coup d'activation s'engager et le sacrifier. Et vous allez pouvoir exiler la carte de cette bibliothèque et la jouer ce tour-ci. Attention, ça s'active que en rituel. Oui. Voilà, donc ça c'était pour parler un peu de la nouvelle mécanique. Maintenant parlons du commandant principal, donc Dr Madison Lee, 3 d'invoque, 2-3. À chaque fois qu'on lance un artefact, on crée un énergie et après elle a 3 capacités où on va pouvoir l'engager pour payer avec de l'énergie. Donc l'énergie, pour rappel, c'est pareil, c'est des marqueurs qu'on met sur les joueurs, pas sur les permanents, qui se mettent dans une réserve un peu, donc comme on pourrait dire les marqueurs radiation ou autres. On les cumule sur nous, c'est des marqueurs, donc ça se prolifère aussi. On les cumule sur nous et donc pas sur un permanent, et après on peut les dépenser avec les cartes qui demandent de payer des marqueurs énergie. Donc Dr Madison, elle s'engage et on paye 1 énergie pour donner +1/+0 piétinement célérité à une créature, ou 3 marqueurs énergie pour piocher une carte, ou 5 pour réanimer un artefact en jeu engagé. Dr Madison Lee. Oui, Dr Madison Lee, très intéressant encore une fois de l'avoir. Alors bon, après c'est des personnages quand même qui étaient très attendus. Parce qu'elle est... C'est pour ça qu'ils sont commandants du coup, tous ces personnages attendus. Elle est commandant. C'est un personnage qui est à la fois important dans 2 jeux en fait, dans le 3 et dans le 4. Donc voilà, très important. C'est une scientifique qui travaille pour l'Institut. L'Institut, alors je ne peux pas tout décrire parce que c'est beaucoup trop vaste. Voilà, qui faisait partie d'un côté et en fait qui... Voilà, parce qu'elle avait des problèmes. Elle voulait plutôt régler la mutation au début, c'est ça, c'est l'Institut. Non, on n'est plus dans la mutation. L'Institut, c'est plutôt un laboratoire secret qui s'est mis de son côté, qui lui a su tirer bénéfice de tout ça et un petit peu sanctuaire, un petit peu avec vraiment une technologie très très avancée. Elle bossait pour l'Institut, sauf que l'Institut, on le sait pour les joueurs de Fallout. Et ils ont le problème éthique en fait. Voilà. Et elle est partie de ça justement pour quitter l'Institut. Elle quitte l'Institut et dans le 3 et dans le 4 on la retrouve justement pour aider le joueur. Voilà, aider le joueur. Après pareil, on est dans Fallout, donc je peux pas vous dire qu'elle est bien ou mauvaise, mauvais ou bon, parce qu'on peut dans Fallout 4 par exemple la faire rejoindre l'Institut de nouveau. Même si le personnage n'est pas pour. Il y a un peu des deux, donc c'est dur à décrire. En tout cas, c'est un personnage très très important de la série et qui est vraiment fait partie de l'histoire principale. Voilà. D'accord. Donc le commandant secondaire qu'ils nous ont proposé, c'est Liberty Prime rechargé. Donc là, c'est une créature artefact pour 5, c'est une 8/8 vigilance, piétinement, célérité, costaud. Par contre, gros défaut, si vous n'avez pas de marqueur énergie, vous allez devoir la sacrifier à l'attaque ou au bloquant. Voilà. Donc il faut au moins 2 marqueurs énergie pour pouvoir commencer à faire pression avec cette carte. En revanche, elle-même a la capacité de sacrifier pour 2 incolores en s'engageant un artefact qui vous donnera 2 marqueurs énergie et vous fera piocher une carte. Donc je pense que là, si on a moyen de beaucoup générer de l'énergie, sa deuxième capacité, on l'utilise jamais quoi. On attaque. Oui, je pense. Voilà, donc ça c'était le commandant secondaire. C'est quoi? C'est un gros mécanique robot qui a été créé par l'Institut, du coup que c'est dans les mêmes couleurs? Alors non, je crois pas qu'il ait été créé par l'Institut, mais c'est un méca robot qu'on va devoir réassembler dans le jeu en fait. Ok, donc on trouve des pièces petit à petit et on le remonte. Dans Fallout 4 on le réassemble, dans Fallout 3 il me semble qu'il est déjà... Du coup on l'utilise dans le jeu? Oui. Oh là là. On l'utilise justement pour vaincre notre ennemi. Alors c'est une des façons de gagner dans Fallout, enfin de finir l'histoire. Et voilà, il va dans Fallout 4, il peut attaquer l'Institut. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est pareil, c'est très emblématique des 2 jeux, aussi bien du 3 et du 4, qui est très lié d'ailleurs à Madison Lee,
Parce que d'ailleurs, on peut voir Liberty Prime derrière Madison Lee dans son D'accord, au moment où il est en train de se faire construire voilà. ou autre. Donc Ok, c'est d'accord. vraiment c'est très lié. Ok. Donc ça c'était pour les commandants. Après les quelques cartes nouvelles qui sont plutôt très sympas, en tout cas qui nous ont fait de l'œil. On va commencer par Sean, père des synthétiques, parce que du coup il a un lien avec l'histoire plutôt important. Donc lui c'est une 3-4 pour 5. Je te coupe, je te laisserai la parole après. Donc lui, à chaque fois que vous attaquez, donc pas forcément avec lui, encore une fois, vous allez créer un jeton qui est une copie d'une créature légendaire que vous contrôlez. Sauf que cette copie n'est pas légendaire. Elle est attaquante et vous perdez pas la copie à la fin du tour, vous perdez les copies, enfin vous allez les exiler que si vous perdez le contrôle de Sean. Donc ça se cumule, ça pourrait se voir rentrer dans des plans de jeu jetons, mais là c'est plutôt pour faire des grosses bêtes légendaires attaquantes quoi. Oui, oui, et ce qui est très logique avec la place de Sean en fait dans l'histoire. Donc vas-y, dis-nous. Alors tu te rappelles quand je te disais que Kellogg avait kidnappé un enfant au tout début. Le type sympa là. Voilà, c'est ça. Donc en fait Sean c'est cet enfant. Donc c'est notre enfant dans le jeu, c'est notre enfant dans juste avant qu'on se fasse cryogéniser, voilà, qu'on retrouve plus donc tard. Là on est dans le 4, on s'est fait cryogéniser pendant plus de 200 ans et on va retrouver notre enfant, ou plutôt un clone de notre enfant. Ah, c'est encore plus compliqué. Ah oui, c'est la fin du 4 sur l'Institut, les joueurs de Fallout le savent, c'est compliqué. Ok. Donc oui, donc Sean avait été kidnappé à la base pour avoir un modèle pour les clones, un modèle pour les synthétiques. Donc l'ADN de l'enfant avait été utilisé pour faire plein de clones. C'est pour ça d'ailleurs que le général permet de c'est la base ADN pour faire les clones. Et oui, et donc c'est lui, Sean, qui deviendra donc le maître de l'Institut. L'Institut contre lequel on se bat tout le long du jeu. D'accord. Donc il devient littéralement notre ennemi. Donc un clone de notre fils devient notre ennemi. Et super. Franchement, c'est pas. c'est ça. Ça donne envie d'y jouer au jeu, hein, vraiment. Et oui, le jeu est très moralement est très très impactant. Et d'ailleurs, on a le choix donc d'aller dans son sens ou d'aller à l'encontre de son sens à la fin du jeu. On se bat contre l'éthique de faire des clones ou pas. Est-ce qu'on va, voilà, parce qu'on a attaqué, on est allé jusqu'à là pour attaquer l'Institut, mais en fait c'est notre fils à la tête de l'Institut. Génial. Et on ne le savait pas. Ok. Bon, bah, on va enchaîner sur ces temps très, très moral et très sympathique. Donc, on a après la Sentinelle Sarah Lion. Donc, ça, c'est une créature légendaire encore qui a 4/4 célérité pour 5. Elle va dire que tant qu'un artefact est arrivé en jeu, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 et qu'à chaque fois qu'elle attaque avec au moins 2 autres créatures, vous allez pouvoir mettre autant de dégâts à un joueur ciblé que vous contrôlez l'artefact. Donc ça, c'est plutôt très fort en multi, même si ça va cibler qu'un seul joueur. Ça nous rappelle beaucoup une carte Alibou, tout à fait, qui avait été fait. C'est très similaire. C'est très similaire. Pourquoi pas voir les deux dans un jeu très artefact? Oui, voilà, ils ont quelques différences. Lui-même n'est pas artefact. Voilà. C'est vrai que c'est deux cartes plutôt similaires. Alibou fait sur tous les adversaires, mais que pour les artefacts engagés que vous contrôlez. Mais bon, enfin là, on est quand même sur quelque chose de assez costaud. Sentinelle Sarah Lion. Oui, alors c'est un personnage secondaire quand même important, mais bon, il y a tellement à dire. On est content de la revoir ici quand même. Allez, bon, on passe au filon maître excavateur. Donc là, c'est une créature artefact encore légendaire. Il y a quasiment tout qui est légendaire dans ces jeux. Ça, beaucoup de généraux alternatifs, beaucoup de légendaires. Beaucoup de possibilités de construction très sympathiques. Donc ça a ouvert pas mal de jeux possibles. C'est très agréable. Donc là, pour le coup, on est sur une 5/5 pour 5 en rouge. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur énergie dans notre réserve d'énergie pour chaque terrain non basique que l'adversaire ciblé contrôle. Si je dis pas de bêtises. Qu'un adversaire ciblé, c'est ça. Et donc quand on va attaquer, on va pouvoir dépenser 4 marqueurs énergie pour détruire un terrain non basique et empêcher les créatures qui n'ont pas le vol de bloquer. Uniquement pour ce joueur-là, le joueur qu'on attaque. Donc quelque chose qui va vous permettre de passer les boards, d'enlever des terrains problématiques comme on connaît bien le passage du malandrin qui rend toujours tout imbloquable. Et ça permet vraiment de rentrer dans le lard, quoi. Oui, vraiment. D'un point de vue dans l'histoire, le filon, c'est un engin qui était fait pour récolter des ressources à la base, pour faire des creusets, aller dans les mines pour les radiations, avant la guerre. Donc, et en fait, il est récupéré après la guerre, vraiment pour s'en servir à des fins militaires. Donc on est d'accord que l'avant-guerre, c'est ce qu'on connaît, on va dire, et le après-guerre, c'est après la guerre, radiation, tout ça. C'est ce qu'on connaît, mais quand même futuriste. On a quand même des robots qui volent, mais du coup, voilà, c'est vraiment très... Même l'avant-guerre est très sur le nucléaire. En fait, c'est vraiment l'exploitation maximum du nucléaire. D'accord.
Bon, et pour la dernière carte que je vais vous parler, moi j'ai trouvé ça plutôt fort. C'est un petit enchantement joueur, enfin adversaire, pour 2 d'invoque. C'est exagérément chargé. Donc pour le coup, ça va donner un jeton nourriture, un jeton bric-à-brac et un jeton indice à votre adversaire que vous enchantez. En revanche, cet adversaire ne pourra plus attaquer s'il ne paye pas 1 pour chaque artefact au début du combat de chacun de ses tours. Voilà. Et c'est pas plus vous attaquer, c'est plus attaquer tout court. Donc là, si vous ciblez un adversaire qui a un peu d'artefacts, qui crée des trésors ou autre, il s'en dépêtre plus jamais de ce carte, il peut plus attaquer, il est plus du tout une menace pour vous. Donc pour seulement 2, j'ai trouvé ça plutôt fort. Évidemment, il y a des tas que vous avez retrouvés, il aura que 3 indices à sacrifier pour plus avoir le problème. Mais ça va être assez rare que le joueur n'ait pas des cailloux, un seul ring, un cachet d'ésotérisme ou autre. On connaît la densité d'artefacts en ODH, je pense que c'est une créature un enchantement très efficace. Qui va empêcher complètement les joueurs d'attaquer. Hein. Pour 2, ça a l'air très fort. Quoi. Oui, d'ailleurs, on peut associer ça à une malédiction. Ça n'est pas une, mais c'est non, c'est vrai, mais c'est être trop chargé, c'est être trop gourmand, voilà. T'es trop gourmand, tu peux plus rien faire. De toute façon, oui, après l'image est parlante. Ouais. On est dans un jeu, la majorité des jeux sont des jeux Bethesda. La gestion d'inventaire est très rigolote. Parce qu'il y a une histoire de poids, du coup. Voilà, il y a une histoire de poids, et les jeux Bethesda sont connus pour ça. Okay. On a tendance à ramasser absolument tout, et on se retrouve dans ce genre de situation comme le personnage. On peut plus avancer, d'accord, ok, d'accord. Très drôle. Ok, bon après pour les rééditions qu'on a notées qui sont plutôt sympathiques, il y a le Panamonicus, donc qui va doubler toutes les capacités d'arrivée en jeu de vos artefacts et de vos créatures, bon, hein, classique. Le Brigadier d'Acier qui va mettre un marqueur plus 1/1 sur toutes vos créatures artefacts. Ouvrez les chambres fortes qui vont réanimer tous les enchantements et les artefacts pour tous les joueurs, mais c'est vous qui allez le plus en profiter sur ce jeu. La production mécanisée qui là va copier tous les tours l'artefact enchanté, et si vous avez 8 artefacts du même nom, c'est pas obligé d'être l'artefact enchanté, hein, c'est 8 artefacts du même nom, 8 trésors, 8 machins. Après avoir résolu sa capacité, vous pouvez gagner la partie dessus. Voilà. Bon, c'est un peu strong. C'est des rééditions, hein, voilà. C'est des rééditions, voilà, très bonnes, encore une fois, dans un préconstruit, on voit vraiment des wincons vraiment solides, un jeu artefact bien sympathique, honnêtement bien voilà, sympathique. Toujours avec des artworks nouveaux, donc on est content. Moi j'adore le fait qu'ils mettent des images nouvelles sur toutes les cartes qu'on a. Encore une fois, tout a une histoire. Par exemple, Ouvrez la chambre forte, c'est la sortie de l'abri 76 qui est iconique. Et il y a vraiment beaucoup de références dans toutes les cartes. J'invite aux fans de Fallout à vraiment se pencher sur toutes les images. Toutes les images. Même moi qui pourtant est plutôt fan du jeu, j'ai trouvé des nouvelles références et des choses vraiment très intéressantes dans les images. Très bonnes, les illustrations sont super. Ok. Pour améliorer ce deck, alors il n'y avait qu'une seule autre édition dans Magic, un groupe d'éditions qui avait fait des marqueurs énergie. Pour les artefacts, il y a plein de choses, mais je me suis penché plus sur les marqueurs énergie, parce que c'est plus rare et plus sympathique de voir ce genre de mécanique. C'est très exotique. Voilà. Donc moi j'ai pensé à la pompe éthérique modèle qui va vous donner un marqueur énergie à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez meurt. Et pour l'engager et 6 marqueurs énergie, vous allez regarder les 6 cartes de cette bibliothèque et mettre sans payer son coût, lancer sans payer son coût une carte parmi ces 6. Donc ça c'est plutôt strong, parce que pour faire du marqueur énergie, même les jetons que vous sacrifiez, ça va vous donner des marqueurs énergie. Donc voilà, ça se remplit très vite, la ressource là. Et c'est un color, donc je trouvais que c'était plutôt bien. Après, il y a le coureur d'éclairs. Donc là, c'est une créature rouge qui va vous donner des phases de combat supplémentaires. Donc lui, à chaque fois qu'il attaque, il vous donne des marqueurs énergie. Et quand vous en dépensez au moins 8, il vous donne une phase d'attaque supplémentaire en le dégageant toutes les créatures que vous contrôlez. Donc c'est plutôt fort aussi. Ça peut vite mettre bas des adversaires. Ensuite, j'ai pensé aussi, parce que bon, il y a quand même des choses très fortes en énergie, au cœur éthérique de Gonti. Donc là, un artefact incolore encore, un peu plus cher que la pompe, mais qui va vous donner aussi des marqueurs énergie à chaque fois qu'un autre artefact ou lui-même arrive en jeu. Et quand vous payez, alors là c'est 2, 4, 6, 8 encore, vous exilez, vous jouez un tour supplémentaire. Donc là c'est aussi possible de finir une partie là-dessus. Et pour finir, il y a le Roc Tempête. Donc c'est une créature blanche 3-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu, vous gagnez des marqueurs énergie. Donc encore des moyens de gagner des marqueurs énergie. Et quand vous attaquez, vous pouvez dépenser des marqueurs énergie pour engager les créatures adverses, ce qui vous permet de passer le board. Voilà, donc beaucoup de cartes de Kaladesh et de la révolte éthérique. Voilà. C'est logique, c'est là où il y avait marqueur énergie. C'est ça. Et puis c'est bien d'en revoir. C'est bien, c'est une mécanique qui fait plaisir à revoir. Tout à fait. Elle n'avait pas été trop aidée dans Magic depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Là, ils ont annoncé d'autres dans l'année qui vont réutiliser des marqueurs énergie. Donc on risque d'en voir de plus en plus. Donc ça peut être des jeux qui vont être amenés à se remplir plus facilement et à être meilleurs au fil du temps. Oui, c'est bien, c'est une bonne mécanique, c'est bien de la voir. Voilà.
Et donc, dernier deck, survivant bagarreur au colorité Naya, donc rouge, vert et blanc. Oui. Donc celui-là aussi utilise les jetons bric-à-brac qu'on vous a présentés avant. Mhm. Donc, on les remettra sur l'écran, comme ça vous facilite un peu la compréhension. Alors le commandant principal, c'est un chien, Canigou, fidèle compagnon. Donc dans le jeu, il s'appelle pas comme ça, hein? Alors Canigou, c'est la version française, mais en vrai, il s'appelle plutôt Dogmeat. Ok. Dogmeat qui veut dire littéralement viande de chien. Voilà. Donc c'est de la bouffe, quoi. Voilà, c'est la bouffe pour chien, il est comme ça. Dans Fallout 4, c'est notre compagnon de jeu en fait. Dès le début du jeu, il est là et il va être utile tout le long de l'histoire. Il va vous débloquer des trucs. Voilà. C'est un personnage extrêmement aimé dans Fallout, on s'en doute. C'est un animal, voilà. C'est le compagnon de base dans Fallout 4 qui est un des jeux les plus populaires de la franchise. Donc bon, voilà. On le revoit là, Canigou, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Donc ce deck-là est principalement axé vers les auras, donc c'est des enchantements qu'on attache à des créatures ou aux équipements. Voilà, aura équipement. Voilà, donc lui quand il arrive en jeu, ce petit chien à 3 d'invoque, 3/3, il va vous meuler 4 cartes puis ramener une aura ou un équipement dans votre main. Depuis votre cimetière, pas forcément une carte qui a été meulée, hein, même une plus tard. Voilà. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez qui est enchantée ou équipée attaque, vous créez un jeton bric-à-brac. Voilà. Donc on a le retour du jeton bric-à-brac ici. Bon, voilà. Ça fait piocher, ça vous permet de réanimer. Bon, il est solide quand même, hein. Il est solide. Ce côté réanimation, déjà on a un jeu Naya qui est plutôt original sur l'équipement enchantement. Et en plus de ça, la récursivité, encore une fois, c'est un 3/3 pour 3, il a un bon body. Ouais, ça va. Le commandant secondaire qui vous propose est à 5 d'invoque pour une 4/4, c'est Preston Garvey, milicien. Donc lui, j'imagine que c'est un type qui est avec nous. Début de Fallout 4. Ok, il est avec nous aussi, plus ou moins? Oui, alors oui, il est avec nous. Il est au tout début du jeu et il dirige un peu un groupe de résistance, un groupe voilà, qui va... Du coup, contre la fameuse... résistant contre quoi? Contre les mutants? Résistant contre les mutants, oui. Okay. Alors lui, c'est pas l'Institut, c'est les mutants, son problème. Et le problème, c'est... Il défend les colonies, en fait. Okay. Il recolonise des zones qui ont été infectées par les mutants ou désertées, des zones dangereuses. Il les recolonise et permet donc aux habitants de se remettre dedans. C'est un personnage assez important, plus dans l'histoire que dans le jeu, parce que dans le jeu, il va avoir une importance, mais ça reste des quêtes secondaires. Par contre, oui, effectivement, dans l'histoire, il est très important. Ouais. Ok. Donc là, la créature, nous, humains et soldats, elle va créer au début de notre combat un enchantement qu'on met sur un terrain qui va donner au terrain la capacité de faire un mana de la couleur de notre choix. Donc faciliter la fluidité des couleurs, quoi. Donc plutôt pas mal. Et surtout, le plus important, c'est quand il va attaquer, il va dégager tous les permanents qui sont enchantés. Tous, pas forcément enchantés par cette aura-là. Donc là, pour le coup, ça donne très envie d'enchanter tout et n'importe quoi avec ce truc, vos terrains, vos créatures, vos artefacts, pour pouvoir les dégager à chaque fois que vous allez attaquer. Donc ça a l'air plutôt costaud. Oui. Hein. Et puis le jeton s'appelle le jeton colonie. Colonie, d'accord. Ce qui est très rigolo, parce que voilà, c'est lui. Du coup, il recolonise les endroits et donc il redonne la possibilité au terrain de vivre, quoi. D'accord. C'est toujours rigolo de voir des rapports. La synergie qu'ils ont fait entre la capacité et l'histoire. Et le thème de la carte, c'est pas mal. C'est intéressant. On passe sur les nouvelles cartes plutôt sympathiques qu'on a sélectionnées pour ce jeu. Donc là, moi j'ai commencé par le Pip-Boy 3000. C'est ça, le Pip-Boy 3000. Donc on en parlait au tout début de la vidéo. C'est le fameux bracelet qu'on a dans Fallout, qui nous permet de gérer notre inventaire, qui nous permet, comme j'ai dit au début, voilà, c'est le Pip-Boy. D'accord. Et ben là, c'est un équipement pour pour un invoque que vous équipez pour 2 et une créature. Et quand cette créature attaque, vous avez un choix à faire parmi les 3. Soit vous piochez une carte, vous défaussez, soit vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature équipée, soit vous dégagez jusqu'à 2 terrains. Donc très polyvalent, très peu cher d'invoque. Ça va se chercher sur Urza Saga, donc c'est plutôt un très bon équipement. J'ai pas grand chose à dire. Moi, il me fait penser à un autre équipement dont on vous parlera dans les rajouts qui s'appelle Gîte du Mezawa, qui était assez polyvalent aussi. Oui, c'est vrai qu'on est sur ce même système. Oh, très intéressant. Voilà. Bon, bonne carte. Deuxième carte, Repos Réparateur. C'est un petit enchantement créature. Donc l'image te parle, tu nous en diras des choses. Alors là, c'est à chaque fois que la créature devient dégagée, vous mettez 2 marqueurs dessus, gagnez 2 points de vie, piochez une carte. Alors, évidemment, on peut le déclencher qu'une fois par tour parce que ça fait beaucoup de bonus pour un petit enchantement. Hein. Et du coup, sur l'image, tu me disais tout à l'heure... C'est une référence au jeu. On est vraiment sur un côté vraiment du gameplay où on peut se reposer un peu n'importe où en fait, dans les lits de Fallout.
Et c'est des lits comme il y aurait dans la nature ou c'est un lit abandonné dans la nature, on peut se reposer dessus. On se met dessus, ça fait pause. Voilà. Et là, par exemple, sur l'image, on a un ennemi qui est en train de nous attaquer, mais bon, on est en train de se réveiller. Tranquille, on est serein. C'est rigolo parce que c'est la safe place. Ils ont pris ce qu'on peut appeler des défauts, je dirais même pas des défauts, mais des spécificités de gameplay, et ils en ont fait des cartes qui appellent ça, et c'est vraiment assumé. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est rigolo. Du coup, en parlant de spécificité de gameplay, on va passer à la gestion de l'inventaire. Donc, une carte à 2 d'invoque éphémère. Alors là, ça a l'air assez costaud parce que pour le coup, c'est une carte avec fraction de seconde. Donc, fraction de seconde, on rappelle, c'est une carte quand vous la mettez dans la pile, on ne peut pas rajouter d'autres capacités à part des capacités déclenchées. Donc, pas d'autres effets, pas d'autres sorts, rien. Quand cette carte est dans la pile, elle clore un peu la pile. Donc pour 2 d'invoque, elle va vous permettre d'équiper et d'enchanter tous les auras que vous avez sur le champ de bataille à une seule créature. Donc ça c'est fort, pourquoi ? Parce que vous allez faire une phase d'attaque, vous avez des équipements et des enchantements un peu partout, le mec bloque et il reste une créature qui n'est pas bloquée, vous jouez ça, il ne peut pas répondre, il ne peut pas contrer, vous allez tout mettre sur la créature qui n'est pas bloquée et vous allez forcément faire très mal, beaucoup de dégâts. Si je dis pas de bêtises, on peut réattribuer à différentes cibles. C'est vraiment, chaque équipement peut être réattribué. C'est vraiment très très fort comme carte. Ouais, c'est très costaud. Hein. D'ailleurs, on va sûrement la voir sortir de l'EDH, on va la voir jouer dans d'autres formats. Dans le Duel Commander même. Dans le Duel Commander, peut-être même, je peux pas m'avancer, mais peut-être même toucher au Legacy. Belle carte en tout cas. C'est une très belle carte. Et du coup, tu disais, là, on voit l'inventaire au sol. Voilà, la gestion d'inventaire, on connaît dans les jeux Bethesda. Donc, la gestion d'inventaire, c'est on a ramassé plein de loot, mais on est Il faut faire un choix. Il faut faire un choix, et du coup là on voit le personnage qui compare toutes les armes, exactement comme tous les joueurs de Fallout ont fait. On compare, celle-ci est un petit peu mieux que celle-ci. Donc c'est des heures de jeu à regarder ce que tu fous dans ton inventaire, là ils ont fait une carte quoi. C'est ça. Très drôle. C'est toujours assumé, c'est super. Très drôle. Ok, dernière carte dont je voulais vous parler qui est donc Idolâtré, c'est un petit enchantement de créature, hein, donc pour rester dans le thème, et il va vous donner plus X plus X à la créature équipée quand elle attaque seule, X étant le nombre de permanents non terrain que vous contrôlez. Donc là ça comprend les jetons, les enchantements, les artefacts, les créatures, énormément de choses. Il y a possibilité de faire plus fort que tout ce qui brille, qui est une bonne référence aussi au même prix. C'est mieux que tout ce qui brille et c'est peut-être même un petit peu trop fort. Ouais, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts avec ça. Pour seulement 2, c'est assez fort. Ouais. Donc belle carte aussi. Tous les permanents non terrain, c'est vraiment très, très et là, tu as quelque chose à dire sur l'image? Ça s'échange des ressources? Voilà, non, alors j'ai rien à dire de spécifique, mais toujours des références. Toujours des références à Fallout. Ok, donc ça c'était pour une nouvelle carte, on passe aux rééditions très sympathiques. Bon bah là il n'y a pas grand chose à dire, moi j'ai noté des choses qui ont déjà été rééditées récemment plusieurs fois, parce que des jeux enchantement on en a eu quelques-uns dernièrement, des jeux équipement aussi. Donc le paladin pur acier qui va vous permettre de piocher des cartes et d'équiper gratuitement. L'intervention héroïque qui elle permet de protéger votre board, très efficace. Et le manteau des anciens qui donne des bonus très agréables et qui réanime quand il arrive en jeu. Oui. Voilà. Toujours avec des illustrations différentes. Voilà. Toujours pareil. Très là, on sympathique. voit Nick Valentine, qui est un personnage qui existe aussi en créature. On n'en a pas parlé, il y a beaucoup trop de choses. Elle y est dans le jeu en tant que créature. Voilà. Mais il apparaît aussi sur Intervention héroïque et c'est très en rapport avec le personnage. Toujours un clin d'œil très apprécié. Pour les rajouts, tout à l'heure je parlais du Gîte du Mezawa, donc du coup ça c'est un équipement très polyvalent aussi qui va prendre des marqueurs pour le coup quand il blesse avec la créature équipée. Vous pouvez utiliser les marqueurs pour différentes choses. Très bonne carte. L'aide de Sigarda, qui est un enchantement qui va vous permettre de jouer vos auras et vos équipements en flash et d'équiper gratuitement quand l'équipement arrive en jeu. Donc c'est très connu dans les jeux équipements et aura. Là, ça se met très bien dans le deck. Effectivement. Le SRAM, Seigneur édificateur, qui vous fait piocher. Danita, la New Danita. La nouvelle, la Célestia. Donc bonne capacité statistique, etc. Et qui vous permet de récupérer aussi des équipements. Et pour finir, dernière carte très sympathique aussi à ajouter, c'est Shishiro. Donc lui, il va vous créer des 2-2 à chaque fois que vous attaquez, c'est ça? Non, quand il arrive en jeu. Il faut que c'est en fonction des auras. Ok. 2 menaces et début de votre fin de tour, vous mettez +1/+1 toutes les créatures modifiées. D'accord, modifiées, donc on rappelle les créatures modifiées, équipées, enchantées ou avec des marqueurs sur elles. Donc voilà, ça c'est des petits ajouts que vous pouvez faire, c'était le dernier deck. Oui, donc un deck vraiment dans l'ensemble aura équipement très
très connu, mais par contre, voilà, avec des originalités de couleurs. Très rare qu'on voit le rouge dans l'enchantement. Il était plus présent dans les équipements, c'est pour ça qu'il est là. Et là, l'entre-deux est assez intéressant, surtout qu'il n'y a pas il y en a pas un qui est délaissé pour l'autre. Vraiment autant d'aura que d'équipement. Vraiment un deck très très intéressant, avec beaucoup d'ajouts possibles. On pense aussi aux épées. Oui, les épées, le cycle d'épées, ils en ont révélé une au moment où on vous parle, une nouvelle qui sortira dans l'année. Voilà, c'était tout pour Fallout. Bon, bien évidemment, univers très vaste avec beaucoup de choses dedans. Voilà, on peut pas parler de tout, ça prendrait des heures et des heures, surtout vu la richesse de ces decks. Encore une fois, Wizard fait très bien les choses, hein. Il arrive à attirer vraiment tout l'univers sur nos petites cartes, donc on est très content de pouvoir profiter de ces univers, même moi qui ne connais pas, du coup j'ai connu beaucoup d'univers grâce à ça. Oui, voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire le jeu que vous avez préféré jouer. Oui, quel est votre préféré? Moi perso, j'avoue que ton préf, il m'a l'air très sympathique. Oui, le radiation est très sympathique. Ouais, c'est une nouvelle mécanique en plus, j'aime bien. Et puis on pouvait toujours retrouver nos produits sur Magicville et sur Card Market, pardon, sur internet. Et sinon à Montpellier, on est toujours ouvert du lundi au samedi. Merci pour tous vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées. Même des remarques à nous faire sur des corrections. On est là. N'hésitez pas. Je connais Fallout, mais il est possible que j'ai dit des erreurs à nous corriger du coup. Je fais de mon mieux, mais voilà. N'hésitez pas et voilà. Pensez à vous abonner et à activer les notifications. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.